Vous le savez peut-être pas, mais à côté de YouTube, de la course à pied, tout ça, je suis aussi étudiant-chercheur. Et en 2021, avec des collègues, on a mené une étude sur des coureurs. Et parmi les nombreuses questions qu'on posait, on leur demandait s'ils s'étaient blessés dans les 12 derniers mois. Et devinez le résultat, 80% avaient répondu oui. 80% de coureurs de cet échantillon se blessaient chaque année. Et vous le savez déjà, mais pour vraiment progresser en course à pied, il faut courir souvent, un peu plus à chaque saison, et ça prend une constance que les blessures peuvent mettre à mal. De plus, si vous ne pouvez pas courir pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, vous perdez évidemment de la forme, et c'est ce qu'on veut éviter pour performer. Dans cette vidéo, je vais vous partager la méthode que j'utilise personnellement quand je me blesse, un genre de protocole que j'ai élaboré à travers les années. Cette méthode a deux objectifs. 1. Vous remettre sur les rails le plus rapidement possible, et 2. Vous apprendre à vous servir en fait de votre blessure pour devenir un coureur un peu plus professionnel, plus sérieux, peu importe votre niveau. Bon, déjà, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes actuellement blessé, rassurez-vous, tout le monde y passe, ou presque, certains plus que d'autres, certes, mais ça fait vraiment partie de la vie d'un coureur. La première chose à considérer si vous ressentez une douleur persistante, c'est de faire le bon diagnostic. Et je vois déjà beaucoup d'erreurs dès cette première étape. Donc à moins que vous soyez vous-même un professionnel de la santé du type kiné, physio, chiro, ostéo ou autre, allez consulter. N'essayez pas de faire des économies là-dessus parce que oui, ça coûte de l'argent, mais à long terme, je vous assure que vous serez largement gagnant. Pourquoi c'est important? Parce que en faisant un autodiagnostic vous-même, à l'aide des ressources gratuites qu'on peut trouver sur internet, vous pouvez vous tromper et ça peut avoir de lourdes conséquences. Exemple, vous pensez avoir des périostites tibiales, qui est une pathologie assez bénigne, en tout cas dans ses premières phases, mais en fait vous avez une fracture de stress. C'est pas du tout la même chose, les traitements et les recommandations sont totalement différentes, donc c'est important d'avoir le bon diagnostic. Donc étape 1, allez consulter un spécialiste. Mon petit conseil pour trouver le bon spécialiste, c'est de prendre rendez-vous avec quelqu'un qui est spécialisé en course à pied, ou encore mieux, qui est lui-même un coureur ou une coureuse. Mes premières années de course, je faisais trop l'erreur de consulter des généralistes, et faut avouer qu'en général, ils sont pas autant calés. Ils feront sûrement le bon diagnostic, parce que c'est quand même leur boulot, mais la différence se fera surtout au niveau des recommandations, que ce soit en termes de reprise de la course à pied, les exercices de renforcement, la réhab, les changements biomécaniques, etc. En résumé, prenez le temps de trouver le bon spécialiste, faites votre recherche sur Google, le bouche à oreille, etc. Ça vaut vraiment le coup. Une fois que vous avez trouvé le bon spécialiste et que vous avez fait le bon diagnostic, vous devriez déjà avoir une meilleure idée de la durée que ça va vous prendre pour recourir, retourner aux entraînements, etc. Je vais vous donner mon exemple. Après mon marathon, donc le 5 décembre 2021, ça fait quelques mois, j'ai pris 2 semaines de pause, puis j'ai enchaîné 2 semaines à 50 kg. Et là, à la fin d'un jog, il y a une douleur à la cheville qui est apparue un peu subitement. Du coup, j'ai consulté 2 professionnels de la santé qui connaissent bien la course à pied. Un qui était chiro, l'autre qui était ostéo. Les 2 pratiquent la course, donc voilà, ils sont vraiment spécialistes là-dedans. Et j'avais en fait envie d'avoir 2 avis différents. La preuve que c'était utile, c'est que j'ai eu 2 recommandations assez opposées. L'un me conseillait en fait de prendre un repos total, alors que l'autre me suggérait de continuer à mettre un léger stress sur ma cheville, tout en faisant des exercices de réhabilitation tous les jours. Et en fait, en parlant avec ces professionnels, il semblerait que j'ai eu quelques entorses qui traînaient aux chevilles. J'ai suivi les conseils du deuxième professionnel, c'est-à-dire continuer de courir, surtout en faisant une routine d'exercice à réaliser tous les jours comme ça, environ 20 minutes, et des sorties vraiment très courtes, du genre 10 fois 1 minute, 8 minutes, marche-course. Quelques semaines plus tard, je pouvais recourir sans douleur, mais le plus important dans cette histoire, c'est que le fait d'avoir bien compris ce qui se cachait en arrière de cette blessure, soit un gros déficit de proprioception et de stabilité dans la cheville, c'est ce qui m'a réellement permis de transformer cette blessure en potentiel progrès pour la saison prochaine. Je pense que c'est un peu pour cette raison que je me suis pas senti frustré pendant cette période, parce que j'ai pu en tirer un petit peu des enseignements, j'ai compris des choses sur mon corps, ça va découler sur des actions concrètes en 2022, du genre continuer à faire ces petits exercices et tout avant de courir qui font vraiment la différence. Donc reprenons les étapes. 1. Faire le bon diagnostic, trouver le bon spécialiste, etc. 2. Faites vos exercices avec rigueur, super important. D'ailleurs, petite parenthèse, mais le fait de payer un professionnel de la santé, ça va vous motiver en fait à faire les exercices qui sont recommandés, les trucs qu'on n'a pas trop envie de faire en général, d'où l'importance parfois d'investir un peu d'argent. Après cette phase, il y a une étape indispensable que votre kiné ou autre professionnel ne pourra pas faire car ça rentre pas trop dans le cadre de ses compétences. Je vais vous parler de pourquoi et comment faire le diagnostic que j'appelle global, c'est-à-dire comment considérer tous les facteurs qui ont pu mener justement à votre blessure. C'est à la fois l'étape la plus cruciale à long terme, mais c'est aussi la plus difficile car 1.
il y a de nombreux facteurs à considérer. 2, les blessures, elles peuvent être multifactorielles. Et 3, c'est assez difficile de connaître précisément l'importance de chacun de ces facteurs. Je vais essayer de vous y aider en vous proposant ma liste personnelle des différents facteurs que je considère quand je me blesse. Donc par ordre d'importance, on va avoir, premier facteur, une mauvaise quantification de la charge d'entraînement, que ce soit à la fois du volume de course, mais aussi de l'intensité. Prenons l'équation suivante, stress égale volume fois intensité. Cette équation signifie que plus vous courez, plus vous augmentez le stress sur votre corps. Et de la même façon, plus vous courez vite, plus vous augmentez le stress sur votre corps rapidement. Et les deux se cumulent et influencent le risque de blessure de façon un peu exponentielle. Ma recommandation, c'est donc de ne pas augmenter votre volume et votre intensité en même temps. Concrètement, si vous voulez augmenter votre volume de course, ce que je vous recommande, et au-delà de ce que vous faites d'habitude, réduisez un peu l'intensité pendant un temps jusqu'à ce que votre corps s'adapte. Deuxième facteur de blessure, c'est une mauvaise exécution du plan et ça c'est assez fréquent. Dans cette catégorie, on retrouve plusieurs choses comme faire des jogs faciles / de récup trop rapidement, mais encore surtout plus fréquent, on fait nos séances de qualité trop vite. Les séances de VMA, les 400 mètres, les 500 mètres, même les 1000 mètres, c'est très fréquent de les faire 5 à 10 secondes par kilomètre trop vite. Et 5 à 10 secondes, c'est conséquent sur votre entraînement. Mon conseil, c'est donc de ralentir en fait et de ne pas dépasser une cote 7,5, 8 sur 10 à l'entraînement. Finalement, il y a les différents problèmes biomécaniques, c'est-à-dire un patron de course non fonctionnel qui va créer trop de stress sur certaines parties de votre corps. Ça peut soit passer par une suractivation ou une sous-activation de certains muscles quand vous courez, mais aussi par des problèmes de posture, des problèmes biomécaniques plus simples comme l'overstriding, c'est-à-dire une foulée trop longue, une cadence trop faible, etc. Dans ce cas, je vous conseille de vous trouver un bon spécialiste qui vous aidera à y voir plus clair. Toutefois, ces personnes, faut l'avouer, sont assez rares, alors bon courage pour ça. Donc là, on a parlé des facteurs d'entraînement directs, comme je les appelle. Maintenant, il y a deux autres facteurs plus indirects, extrêmement importants, dont je parle souvent sur ma chaîne et qui vont mener à la blessure. On va appeler ça soit des facteurs indirects, soit des facteurs passifs, peu importe. Par ordre d'importance, je mettrai en numéro 1 le fait de ne pas manger assez, le déficit calorique, qui est bien plus important pour votre récupération que la qualité de votre nutrition. Le déficit calorique fait partie des ravages chez les coureurs. Il a d'ailleurs un petit nom scientifique, le déficit énergétique relatif dans le sport, et je vous mets une petite infographie qui décrit bien les effets délétères du déficit calorique. Si vous sentez que vous tombez dans cette catégorie, la solution elle est assez simple, mangez plus et contrôlez moins, que ce soit vos calories, votre poids, etc. Alors c'est un conseil simple et des fois c'est pas possible parce que ça peut être très compliqué de passer outre ce problème qui est un problème psychologique. Du coup, ce que je vous recommande, c'est d'aller voir un psychologue qui est spécialisé en troubles alimentaires si l'alimentation elle prend une place démesurée dans votre vie. Deuxième facteur, c'est le sommeil, bien sûr. J'avais fait une vidéo entière sur le sujet, je vous la mets ici. Le lien entre risque de blessure et manque de sommeil, il est clairement limpide dans la littérature scientifique. J'ai d'ailleurs même fait un cours sur mon site dans lequel j'explique tout ça. Si vous dormez souvent, moins de 8 heures par nuit et que vous courez beaucoup, vous êtes clairement plus à risque de blessure que les personnes qui dorment entre 8 heures, 9 heures et 10 heures. Évidemment, il y a d'autres facteurs de risque, mais je pense vous avoir cité les plus importants. Manger assez, dormir assez, bien quantifier la charge, volume, intensité. Si vous faites déjà ça bien, vous allez avoir 90% de risque en moins, avec aussi les facteurs biomécaniques qui sont peut-être un peu plus compliqués à comprendre. Un truc que vous pouvez faire aussi, que je fais personnellement, c'est de vous donner une petite note sur 10 sur chacun des facteurs qu'on a évoqués. C'est ce que je fais avec mes coureurs, ça permet de voir sur quel aspect ça pourrait valoir le coup de se remettre en question et de s'améliorer. Car le truc, c'est que si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez les résultats que vous avez toujours obtenus. Et c'est avec cet état d'esprit que vous allez devenir un meilleur coureur à chaque saison. Je vais faire une analogie qui est pas ouf, mais vous allez comprendre. Quand on commence la course, on est un peu comme une passoire avec plein de trous un petit peu comme ça partout. Et avec le temps, votre but, c'est de reboucher un peu chacun de ces trous. Ça veut dire mieux comprendre comment votre corps fonctionne, faire moins d'erreurs à l'entraînement, arriver à mieux gérer les à côté de la course, etc. Le truc pas facile à faire par contre, c'est de maintenir les trous bouchés, c'est-à-dire de conserver les acquis saison après saison, mais ça, c'est carrément un autre sujet. Finalement, avant de terminer, on peut aller plus loin. C'est ce que j'appelle le niveau 3. Sachant que le niveau 1, c'était faire le bon diagnostic. Le niveau 2, c'était trouver les facteurs de risque. Et ce fameux niveau 3, c'est de comprendre les raisons qui font que vous êtes déficient sur certains facteurs. Ces raisons, selon moi, sont toujours psychologiques et il y en a deux possibles. La première raison, c'est un problème de connaissance. Par exemple, Paul ne sait pas que le sommeil c'est important, du coup il n'est pas motivé à dormir ses 8 heures, etc. La solution, elle est assez simple dans ce cas-là.
l'éducation, il faut s'éduquer, il faut comprendre, il faut ingurgiter des connaissances. Deuxième raison qui explique pourquoi on n'est pas assez bon sur certains facteurs de blessure et qui va être plus complexe à gérer, c'est ce que j'appelle l'élément dissonant. Ça veut dire qu'il existe dans votre cerveau des pensées, des croyances ou même des souvenirs qui s'opposent à certains principes fondamentaux de l'entraînement, mais que vous ne parvenez pas à contrôler ou alors vous n'en avez peut-être même pas conscience. Bon, si vous me suivez toujours, je vous donne un exemple. Paul est un coureur de bon niveau, mais il se pousse trop aux entraînements. Il a toujours 10 secondes par kilomètre trop vite, ce qui est beaucoup, soit dit en passant. Le truc, c'est que Paul ne supporte pas d'être en arrière du premier peloton, bien que ce serait en fait sa place, quoi. Il a vraiment besoin de montrer au coach et aux autres qu'il est plus rapide que Sébastien, son ami coureur de longue date, qui est aussi son rival. Vous l'aurez compris, c'est cette rivalité, ce désir de grandeur, vouloir montrer au coach qu'on est capable, qui pousse vraiment Paul à faire ses erreurs systématiquement à l'entraînement, saison après saison. En d'autres mots, si l'on remonte toute la cascade, en fait c'est un mécanisme psychologique qui est à l'origine de la blessure que Paul se traîne depuis des mois et qui l'empêche de s'entraîner. Là, ça pourrait être un besoin d'attention, besoin de reconnaissance sociale ou même une insécurité au niveau de son estime de soi. Des traits psychologiques comme ça qui peuvent indirectement mener à la blessure, il y en a des centaines, comme le désir de briller, les problèmes de dysmorphophobie, l'hyperactivité, l'anxiété, la désinformation, la crédulité, l'impatience, le biais de proportion, etc., etc. De plus, ces traits psychologiques peuvent se croiser, se synergiser, bref, c'est assez complexe, mais le truc à retenir, c'est que la première raison de la blessure est presque toujours d'origine psychologique. D'où l'importance de mettre vos efforts pour évoluer en tant que personne et devenir un meilleur athlète sur le plan psychologique. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop perdu. Si vous suivez mon protocole durant votre blessure et que vous en profitez pour tout remettre à plat, vous n'aurez pas l'impression d'avoir perdu votre temps. En anglais, on appelle ça le growth mindset, c'est cette idée d'utiliser un peu les moments comme ça difficiles pour grandir et apprendre sur soi. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, peut-être un peu plus technique, plus psychologique, plus mon domaine aussi. Bonne course les amis et surtout, prenez soin de vous. Ciao.